Bonjour et bienvenue sur Maintivox, le podcast qui donne la parole à la communauté maintenance. Dans cette émission, découvre la réalité et le dynamisme de ce métier via le témoignage de passionnés. Ils partagent avec toi leur choix de carrière, leur évolution professionnelle, leur savoir-faire et leur vision de la maintenance d'aujourd'hui et de demain. Bonjour Eddy. Bonjour. Tu as 6 ans d'expérience professionnelle. Tu travailles chez un prestataire de maintenance hydraulique et ton domaine d'intervention, donc c'est à la fois la gestion du magasin et la réparation des équipements. Oui. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ton parcours de formation initiale? Moi, j'ai commencé, en fait, je suis parti, après la troisième, je suis parti en seconde générale parce que je ne savais pas dans quoi je voulais me spécialiser. Et fin de seconde générale, j'ai un professeur qui m'a parlé d'un lycée et d'un stage passerelle, en fait, que je pouvais faire pour savoir si c'était possible que je parte directement en première ou s'il fallait que je double la seconde dans le lycée pro où je voulais aller. Donc j'ai fait mon stage passerelle, bon j'ai pu aller directement en première et du coup j'ai passé un bac pro maintenance des équipements industriels. Donc après c'est une voie classique. Tu travailles depuis 6 ans pour un prestataire de maintenance hydraulique. Est-ce que tu pourrais déjà juste nous dire comment tu as trouvé ton premier emploi? La société dans laquelle j'ai fait mes derniers stages en terminale, il y avait un monsieur qui s'en allait à la retraite. Et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'ils ont accepté d'attendre que j'ai mon bac. Ils m'ont fait une promesse d'embauche. Donc ils m'ont dit que si j'avais mon bac, ils m'embauchaient. Est-ce que tu pourrais nous dire justement qu'est-ce qui te motive dans cette activité? C'est super varié en fait. Tous les jours on voit des choses différentes. Tous les jours il y a des gens qui viennent avec des problèmes différents. Et enfin c'est très varié. Et moi c'est ce que j'aime. J'aime pas les boulots. Enfin j'ai pas de point de comparaison, mais j'aimerais pas, je sais, un boulot où c'est répétitif ou du travail à la chaîne, des choses comme ça. Et donc j'aime la liberté que j'ai, on va dire, et la variété des choses que je vois tous les jours, quoi. Est-ce que tu pourrais peut-être juste rapidement nous décrire ta PME, vous êtes combien de personnes et après, voilà, qu'est-ce que tu fais au quotidien? On est une société, on est scindé en 2 agences. On est 8 personnes en tout sur les 2 agences. Et du coup, donc on est sur 2 sites. Et moi, en fait, je gère tout ce qui est stock, tout ce qui est commande, réception des commandes. Bon, c'est au téléphone. Je m'occupe aussi de tout ce qui est réparation. Alors, c'est à peu près en 50% réparation et 50% gestion de magasin. C'est-à-dire que tout ce qui est pas qu'il y a de la réparation ou des pièces qui rentrent où il faut donner un coup de main ou si je suis tout seul, il faut le faire, ben je vais faire je vais faire ça aussi. Et est-ce que tu interviens uniquement dans l'atelier ou est-ce que tu vas aussi chez les clients? Plus souvent à l'atelier, oui, mais ça arrive qu'on doive aller chez les clients. Quels sont les équipements sur lesquels tu interviens? C'est pareil, c'est très varié. Centrale hydraulique, sur des vérins hydrauliques, sur même chez le coiffeur, quand on va chez le coiffeur, le petit siège qui vient nous monter ou descendre, ou chez un vétérinaire, la table qu'on monte et qu'on descend, tout fonctionne à l'hydraulique, ouais. Donc, donc différents secteurs d'activité et finalement pas uniquement, tu viens de parler du vétérinaire, c'est même pas forcément dans l'industrie en fait. Est-ce que tu pourrais nous décrire les éléments classiques qui composent un circuit hydraulique? Ouais, bon, on retrouve toujours plus ou moins la même chose, c'est-à-dire on va avoir toujours forcément un réservoir avec de l'huile hydraulique. On va avoir une pompe qui va venir aspirer cette huile hydraulique, souvent avec un limiteur de pression pour éviter de monter trop en pression suivant dans les éléments dans lesquels on va envoyer. Ensuite, un distributeur pour forcément envoyer l'huile où on veut, avec la tuyauterie, les raccords, tout ça. Et enfin, la tuyauterie admettons, pour amener l'huile à un vérin, par exemple. Et voilà. Et après le tout, il faut forcément un moteur, donc ou un moteur électrique ou un moteur thermique qui va nous faire tourner la pompe hydraulique. Et voilà. Et c'est toujours plus ou moins comme ça, de cette façon-là. D'accord. Donc du coup, d'un côté, il y a le 6, enfin, je sais pas si on peut dire la centrale hydraulique qui permet avec donc le réservoir d'huile,
cette fameuse pompe qui peut être alimentée par un moteur électrique qui permet d'envoyer le débit, enfin de faire le débit de la pression, c'est ça, Ouais, dans le système. ouais. Alors à différencier, débit, pression. Débit, ça va être la vitesse. Donc plus on va avoir de débit, plus on va avoir de vitesse de mouvement. Et pression, ça va être la force. Ouais. Plus on va avoir de pression, plus on va avoir de force. D'accord. Alors, à quel moment et dans quelles circonstances est-ce que tu as besoin de débit ou de pression dans le système? On a besoin de débit pour avoir plus de vitesse. Donc, on peut avoir de la vitesse pour faire des mouvements, par exemple sur une pelle mécanique. Pour l'utilisateur, il va avoir besoin de plus de vitesse ou de moins de vitesse. Et après, pression, c'est pareil, c'est la force. Si on reste sur une pelle mécanique, par exemple, ça va être, il va falloir plus de force pour avoir, par exemple, un plus gros godet pour arracher plus de matière. Donc, Mhm. c'est vraiment toujours, ça dépend vraiment de l'utilisation que fait la personne qui utilise le système hydraulique, quoi. Oui. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de la filtration? Pourquoi est-ce que c'est essentiel? Comment on Alors, choisit un filtre? Sur quels critères? c'est très très important. Où est-ce qu'on les met dans le circuit? Et voilà, quels sont les risques après si on ne fait pas une maintenance de filtre correcte? Ouais, bah c'est très très important. C'est-à-dire que déjà, de base, sur un système hydraulique, ce qui est préconisé, c'est de remplacer les filtres tous les ans et l'huile tous les 2 ans. Parce que l'huile aussi a des propriétés et elle perd ses propriétés et elle devient moins, on va dire, efficace. Sur une machine qui fonctionne tous les jours, elle devient moins efficace, donc on conseille de la remplacer tous les 2 ans. Et après, les filtres, ouais, ben, il y a des filtres, ce qu'on appelle des filtres pression et des filtres retour. Alors, sur un filtre pression, il va être placé en fait en sortie pression, donc en suivant de la pompe hydraulique. Là, ça va être une filtration qui va être pas spécialement fine, un peu une filtration plus ou moins grossière pour ne pas freiner en fait l'huile, ne pas gêner l'huile quand elle va aller dans le système hydraulique. Et après, sinon, après le filtre pression n'est pas forcément obligatoire, il n'est pas systématiquement là. Mhm. Mais le filtre qui va toujours être là, par contre, c'est le filtre retour, ce qu'on appelle. D'accord. Donc lui, il va être en fait juste avant le retour dans le réservoir hydraulique. On va venir filtrer cette huile et avant de la rejeter dans le réservoir hydraulique en fait. Et là, par contre, c'est une filtration qui est très fine, de l'ordre de 10 microns en général. Par exemple, si on prend un vérin, si on envoie l'huile et qu'on l'envoie sur un vérin, il peut y avoir de la poussière parce que le vérin, lui, va travailler, je sais pas, ça dépend dans la boue, dans la poussière. Et il y a toujours un petit peu de résidus qui arrivent malgré tout à passer, même si c'est infime, ça arrive quand même à passer dans le circuit hydraulique, à Mhm. rentrer en fait par l'extérieur du vérin, ça rentre toujours plus ou moins dans le circuit hydraulique. Donc là, c'est pour ça qu'on va venir filtrer après que l'huile soit passée là-dedans, quoi. Et les filtres, on conseille aussi de les changer tous les ans parce que un filtre mal entretenu, c'est un filtre qui va se boucher petit à petit. Et le problème des filtres retour, c'est que dedans, il y a un clapet, en fait. C'est-à-dire que le filtre, on oblige l'huile à passer par le filtre. Mais si le filtre est bouché, il va monter en pression puisque l'huile aura du mal à passer à travers le filtre. Et au lieu de tout casser, il y a un petit clapet qui va venir s'ouvrir, en fait, et qui va faire passer l'huile en continu. Et le problème, c'est que si il en vient à s'ouvrir, c'est qu'il a été trop bouché par la saleté. Mais le souci, c'est que si ce petit clapet s'ouvre, toute la saleté qui a été accumulée va repasser dans le réservoir, en fait. Donc, c'est très important de vérifier les filtres et de les entretenir pour éviter ça et pour éviter que toute la saleté qu'on accumule reparte dans le réservoir. Comment se déroule une intervention en hydraulique? Alors, ça dépend si on fait de la maintenance préventive ou de la maintenance curative. Il peut y Mhm. avoir des clients qui viennent ils sont déjà en panne, ou des clients qui veulent venir faire de l'entretien, tout simplement. On était chez un client semaine dernière qui avait un souci sur un porte-char, donc une remorque qui porte des gros engins. Il avait des rampes, il a les rampes derrière qui peut décaler. Et il avait un problème, il avait une des deux rampes qui ne voulait plus se décaler comme il faut. Après, là, on fait toujours un diagnostic, c'est-à-dire que on va essayer de voir à peu près d'où le problème peut venir, faire fonctionner pour écouter peut-être le bruit, s'il y a des bruits bizarres. On va aussi contrôler le niveau d'huile, la propreté. Le vérin, en fait, qui actionnait la rampe ne rentrait pas bien ou ne sortait pas bien. Ça pouvait venir soit du vérin en lui-même,
soit de l'actionneur qui va actionner le vérin, donc le distributeur, qui va lui envoyer l'huile. Bon, le distributeur, ça reste relativement rare, mais du coup, pour lui, le problème, c'était les joints à l'intérieur du vérin, parce c'est des éléments d'usure, et forcément, si les joints ne sont pas étanches, l'huile passe à travers, et après, on n'arrive plus à générer les pressions comme on veut pour faire déplacer les rampes. D'accord. Et j'imagine que dans ce cas-là, tu avais peut-être des fuites d'huile au niveau de l'arbre du vérin, peut-être? Alors, pas exactement, parce que là, le problème qu'on avait, c'était alors, sur un vérin double effet, on va avoir des joints en fait qui vont faire étanchéité à l'intérieur d'une chambre à l'autre, parce qu'il y a une chambre côté fond et une chambre côté tige. Et après, donc, il y a les vérins aussi de la culasse qui retiennent l'huile pour éviter que l'huile s'en aille par l'extérieur. Et là, pour le coup, c'était une fuite par les vérins, par les joints, pardon, internes du vérin, qui laissait passer l'huile d'une chambre à l'autre, en fait, et qui ne, comme les joints ne retenaient pas l'huile, on ne générait pas de, parce que ce qui fait la pression, en fait, ce qui génère une pression, c'est l'effort résistant. Donc, si on n'a pas les joints qui sont assez étanches pour que le système puisse monter en pression, et bien forcément, on n'arrive pas à monter en pression et à faire déplacer l'objet qu'on veut. D'accord. Donc là, c'était une Donc là, pour le fuite, coup, on va dire une fuite interne, en fait. exactement. Voilà, c'était une fuite interne, c'était les joints du piston qui fait l'étanchéité entre les deux chambres qui étaient fatiguées. D'accord. Donc, du coup, là, tu parles de vérin à double effet. Donc, ça veut dire que dans ton métier, il faut quand même bien connaître les composants. Là, tu parles d'une fuite interne. Donc, à moins de voir à travers les pièces, voilà, il faut arriver à imaginer comment tout ça, ça fonctionne. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que oui, après, il y a une certaine expérience un petit peu quand on regarde. Bon, après, un vérin, c'est relativement simple, hein. Il y a deux sortes de vérins. Il y a du vérin double effet et du vérin simple effet. Vérin double effet, c'est tout bête. En fait, il y a deux orifices dessus pour deux arrivées d'huile. Et en fait, on va forcer sur la rentrée du vérin et on va aussi forcer sur la sortie du vérin. Mhm. Pour un vérin simple effet, euh, il va y avoir qu'un seul orifice en fait, et on va envoyer de l'huile pour faire, par exemple, sortir le vérin. Et pour faire rentrer le vérin, généralement, là, c'est mécaniquement, il va être, je sais pas, par exemple, fixé sur une table élévatrice, par exemple, ça va être un vérin simple effet. Puisque le vérin on va envoyer de l'huile pour faire sortir la table élévatrice. Et Mhm. quand on va commander le retour au réservoir, donc la descente du vérin, c'est pas nous qui allons envoyer de l'huile pour forcer pour descendre. En fait, c'est le poids de la table élévatrice qui va faire descendre le vérin tout simplement. Donc D'accord. c'est la différence entre vérin simple effet et double effet. Mais oui, effectivement, il faut connaître les composants, mais en soi, bon, sur des vérins, il n'y a rien de très Voilà, compliqué. c'est un composant relativement simple, mais Ouais. j'imagine que si on prend cet exemple simple et on arrive sur des installations un peu plus complexes, là, Oui. il va peut-être falloir sortir les plans, enfin déjà connaître les différents composants et savoir les identifier. Puis j'imagine peut-être à un moment, peut-être sortir le plan de la machine pour connaître le circuit hydraulique. Alors souvent ça nous est très utile d'ailleurs quand on sèche un peu et quand on ne sait pas trop diagnostiquer ou identifier la panne, on va reprendre ouais si on peut parce que c'est pas toujours qu'on peut les avoir aussi, Mhm. mais on va reprendre oui les schémas hydrauliques pour essayer de remonter un peu le circuit et de voir où est-ce qu'on pourrait avoir un souci. Puis aussi de voir parce que il y a beaucoup de composants qui se ressemblent. C'est souvent des blocs alu avec des orifices en fait et ils peuvent être façonnés de plein de choses, de façons différentes à l'intérieur. Donc il y a les schémas, oui, effectivement, sont là pour nous expliquer, pour nous montrer, on va dire, l'intérieur du composant qu'on ne peut pas forcément toujours voir, et pour les comprendre et pour savoir quelles fonctions ils ont. Ouais. D'accord. Donc ça peut être trompeur même juste en voyant un composant, on n'est pas forcément certain de Oui, connaître finalement sa fonction dans le système. exactement. Il y a tellement de multitudes de composants et tellement d'options même sur certains composants qui vont faire toujours plus ou moins la même chose, mais avec plus ou moins d'options. On va rajouter des clapets ou on va ajouter, enfin, il y a plein de choses qu'on peut rajouter en fait sur un composant et qui peut être très simple et il peut être très
il peut être très complexe à l'intérieur en même temps. Donc, oui, c'est sûr que si on a les schémas hydrauliques, c'est toujours mieux. On sait au moins d'office ce que c'est et on ne se trompe pas. D'accord. Alors, tu as parlé d'une intervention en maintenance corrective. Est-ce que tu Oui. pourrais peut-être nous expliquer comment vous faites la maintenance préventive chez vos clients? Oui. Alors, heureusement, on ne fait pas que de la maintenance corrective. Il y a aussi des clients qui sont consciencieux, et notamment des grands groupes chez qui on va, oui, chez qui on fait de la maintenance euh, préventive. Donc, on y va plusieurs fois par an sur différentes lignes de production et on va venir, voilà, effectivement faire de l'entretien juste, c'est-à-dire ben, remplacer l'huile, remplacer les filtres. Contrôler pareil, toujours pareil, contrôler des pressions. Si on a des pressions données sur des schémas hydrauliques, contrôler que ce soit les bonnes pressions. Euh, Contrôler aussi l'étanchéité des vérins, contrôler. Enfin voilà, on vient tout contrôler et généralement, ces grands groupes ne prennent pas de risques, on va dire, parce que c'est des grosses chaînes de production qui travaillent 24 heures sur 24, il ne faut pas qu'ils soient arrêtés. Très souvent, on leur remplace les joints. C'est-à-dire que même si on le fait une fois par an, même si ça ne fuit pas, même s'il n'y a pas de problème, on vient quand même de façon préventive remplacer les joints sur les vérins pour éviter un éventuel problème. D'accord. Donc là, c'est une stratégie complètement différente. C'est de permettre que la production ne s'arrête jamais à cause de pièces d'usure, en fait. Ah, voilà, à cause d'une panne. Donc, c'est-à-dire que c'est des gens qui vont remplacer, même si c'est pas euh, en mauvais état ou abîmé, ils vont remplacer quand même pour que ce soit toujours parfait et pour qu'il n'y ait pas de problème, quoi. D'accord. Et du coup, enfin, toi, de ton point de vue de technicien, est-ce que c'est une stratégie qui est payante quand tu compares un peu les clients? Euh, alors, ça dépend des machines que c'est, mais par exemple, dans tous ces grands groupes, oui, bien sûr, c'est une stratégie qui est payante, oui. C'est-à-dire qu'ils vont payer une prestation de notre part plusieurs fois par an sur différentes lignes, mais par contre, la maintenance curative coûte souvent beaucoup plus cher que la maintenance préventive. C'est-à-dire que là, ils vont payer peut-être des pochettes de joints, ils vont payer un petit peu de main-d'œuvre, de l'huile, des filtres, mais par exemple, une mauvaise huile et un mauvais filtre, ça va faire que la pompe va casser, par exemple. Une pompe cassée, on monte vite, pardon, dans des Mhm. tarifs très élevés. D'accord. Donc forcément, si on peut éviter les tarifs très élevés, si on peut faire on va dire pochettes de joints, filtres, huile, tout ça, c'est des choses pas spécialement chères. Mais la pompe, normalement, si on l'entretient bien, elle ne va jamais casser, ou du moins, elle va durer beaucoup plus longtemps que ce qu'elle ne peut durer si on l'entretient mal ou si on lui met de l'huile de mauvaise qualité. C'est quoi les risques les plus communs et comment est-ce que tu gères la sécurité lors d'une intervention? Alors, il faut faire très attention parce que avec l'huile, on va développer un énorme couple, en fait, une énorme force. Enfin, par rapport à la pression et par rapport à l'huile hydraulique, en fait, ça pardonne pas. Et donc, il faut surtout bien consigner les machines sur lesquelles on travaille pour éviter qu'il y ait quelqu'un qui mette en route alors que nous, on a les mains dedans. C'est à nous après de faire attention, on va dire, à la façon dont on travaille et les gens avec qui on travaille. Euh, je me souviens de mon patron qui m'a dit au début que je suis rentré dans la société. Il m'a dit, il y a beaucoup de gens qui cherchent les pannes en hydraulique en passant les mains, par exemple sur tout ce qui est flexible hydraulique, tout ça, en passant les mains pour chercher où est la panne, quoi. Sauf il m'expliquait que s'il y a par exemple un trou d'aiguille sur un flexible hydraulique et qu'on travaille, admettons, à une centaine de bars même, euh, un trou d'aiguille à 100 bars, si on passe la main au-dessus, ça nous traverse la main en fait. Donc, il m'expliquait que effectivement, il faut toujours bien consigner, il faut pas faire les choses à la va-vite, comme on dit. Il faut toujours être consciencieux et faire attention parce que c'est vraiment des risques, on va dire, assez gros qu'on prend si jamais c'est mal fait, quoi. Alors, ton activité, est-ce qu'elle génère aussi des déchets? Lesquels et comment est-ce que tu gères ces déchets? Alors, dans tout ce qui est, quand on va chez les clients, en fait, et qu'on génère des déchets chez eux, eux, généralement, ils ont rien de spécialement prévu.
pour les déchets, on va dire, hydrauliques, parce que tout ce qui est huile hydraulique ou flexible hydraulique, tout ça, ça pollue, et ils savent pas trop comment s'en débarrasser. Donc là, c'est nous qui leur faisons la prestation et qui leur prenons, on va dire, les déchets qu'on génère en fait en travaillant, enfin en faisant l'intervention. Après, oui, effectivement, il y a des déchets, donc il y a l'huile usagée. Quand on va remplacer 400 ou 500 litres d'huile chez un client, forcément, il y a 400 ou 500 litres d'huile usagée aussi. On entrepose ça dans des cuves et on a une société qui vient spécialiser, qui vient nous prendre l'huile hydraulique. Donc on paye, bien sûr. Et après, eux, ils la dépolluent et soit elle peut partir en étant recyclée ou dans d'autres, où elle va faire d'autres fonctions après. Après, on a aussi des flexibles parce qu'on remplace énormément de flexibles hydrauliques. Donc ça, c'est pareil, c'est une société qui vient et qui est spécialisée et en fait qu'on paye aussi pour venir nous embarquer les déchets de flexibles hydrauliques. Après, sur tout ce qui est, par exemple, les chiffons, parce on va dire, on peut pas les mettre à la poubelle normale. Donc, on a aussi une benne dédiée, par exemple, pour tout ce qui est déchets qui ont touché l'huile hydraulique. On les met dedans et là, c'est encore une société spécialisée qui vient et qui nous embarque tous les déchets qui ont touché de l'huile hydraulique, en fait. Est-ce que tu aurais éventuellement un message à faire passer aux élèves qui sont actuellement en formation en bac pro maintenance? Tous les cours techniques qu'on va pouvoir avoir dans ma formation à moi, puisque je peux en parler puisque je l'ai faite, tous les cours techniques sont importants. Donc, enfin, vraiment, écouter parce que, enfin, écouter les professeurs, quoi. Enfin, essayer de se concentrer, essayer de comprendre ce qu'on nous apprend, même si je sais que des fois c'est pas évident, mais vraiment écouter et faire attention parce que tout ce qui est cours technique, en fait, on retrouve absolument tout après quand on rentre dans la vie active. Enfin, du moins, si on va travailler dans la maintenance, on retrouve tout ce qu'on nous a appris à un moment ou à un autre, on retrouve tout. Donc, vraiment. Écouter, être attentif et faire attention aux matières techniques, c'est important. Alors, c'est quoi les matières techniques pour toi? Tout ce qui est, même en mécanique, quand on fait de l'atelier, quand on nous apprend des façons de travailler en mécanique, c'est très important. Tout ce qui est dessin industriel, ça peut servir aussi. Et ça va servir forcément à un moment ou à un autre. Et aussi, entre autres, la PSE. Moi, j'avais un cours de PSE, prévention, sécurité, environnement, très important, parce que ça nous apprend à comment faire des papiers, comment se travailler en sécurité. On va le retrouver forcément quand on va se mettre en maintenance, n'importe quelle société. On va avoir besoin de travailler en sécurité et de faire attention. Et ce cours-là, qui à l'époque je le trouvais un petit peu barbant, en fait était très très important et je me rends compte que j'aurais peut-être dû un peu mieux écouter. Très bien. Bon, bah, merci beaucoup, Eddy, pour cet échange. Je pense que ça a été vraiment extrêmement intéressant. Ça nous a permis de découvrir les bases du métier de l'hydraulique. Et puis, bah, je te souhaite bonne continuation. Eh bien, merci beaucoup. Intéressant pour moi aussi et puis bonne continuation également. Allez, à bientôt. À bientôt.